la vie ainsi que la bonne santé sont des biens précieux que nous avons tous reçus du Créateur. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous être fidèles. Nous sommes en direct de Mediasat Télévision, mais aussi sur ma chaîne YouTube Bidimbo TV. La santé a un prix, nous intéresse aujourd'hui un ouvrage déjà sur les marchés, un titre un peu surprenant. Quel serait le prix à payer pour la santé? On en parle avec Charlie Mintela Bidilou, pharmacien-chercheur, travaillant dans les domaines de la promotion de la santé et du bien-être pour tous. Charlie Mintela, bonjour. Bonjour monsieur. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre La santé a un prix. Pourquoi le choix de ce titre? Alors, La santé a un prix, c'est un titre qui peut surprendre, pour ne pas dire étonner certaines personnes, parce que nous tous, nous avons toujours entendu dire que la santé n'a pas de prix. Et d'ailleurs, très peu de personnes savent que cette expression ne s'arrête pas là. Elle continue juste pour dire la santé n'a pas de prix, mais elle a un prix. Je ne voudrais pas m'opposer à l'auteur de cet adage, mais moi je pense que cette manière de voir les choses et surtout les contextes dans lesquels cet adage est utilisé n'est pas bon. En disant que la santé n'a pas de prix, on demande aux malades, généralement arrivés en phase terminale, de tout dépenser pour avoir la santé. Ce qui n'est pas bon, du fait que nous savons que même si vous dépensez trop, parfois à la fin on est suivi par la mort. Voilà pourquoi moi je parle de la santé qui a un prix. Voilà, la santé qui a un prix. Alors, d'où est venue l'idée d'écrire? Alors, personnellement, je suis un grand fan de la lecture et je me suis toujours senti dans l'obligation de publier quelque chose pour que d'autres personnes le lisent. Mais quant à la publication de ces livres, j'ai eu à perdre un proche parent qui avait fait un AVC hémorragique. Nous avons dépensé beaucoup d'argent et à la fin de compte, il était décédé. À travers cette expérience, j'avais compris qu'il était important pour nous d'investir dans notre santé lorsque nous sommes en bonne santé. Ne pas attendre que les maladies viennent, ne pas attendre que des complications commencent pour dépenser de l'argent au risque de mourir et même être endetté à la fin sans pour autant récupérer la santé. Voilà pourquoi moi j'ai écrit ces livres pour demander aux gens de ne pas attendre la maladie, mais de s'investir dans leur santé quand ils sont encore en bonne santé. Quand ils sont encore en bonne santé, avec un titre, vous avez dit au début, surprenant, mais est-ce qu'en écrivant ces livres, je vous laisse dire, quelles sont vos attentes? Alors, notre plus grande attente, c'est que les gens comprennent que la vie, elle est précieuse. Non seulement qu'elle est précieuse, mais elle est belle. Mais pour que nous puissions profiter des bienfaits, des délices de la vie, nous devons être en bonne santé. Et pour être en bonne santé, les messages que nous véhiculons dans ces livres, c'est plus ou moins mieux vaut prévenir que guérir. Faisons un effort pour demeurer en bonne santé le plus longtemps possible. C'est en demeurant en bonne santé que nous allons profiter de la vie. Pour ce faire, nous devons prendre des précautions. Nous devons éviter de nous exposer aux risques de maladies, d'infections, de traumatismes et de tous ces gens. Parce que ça ne sert à rien de rester en vie, mais être toujours malade. D'où il y a des choses que nous devons abandonner dans notre vie, il y a des pratiques que nous ne devons pas faire. Donc nous devons un peu changer notre mode de vie pour pouvoir rester en vie, mais tout en étant en bonne santé. Tout en étant en bonne santé. Je vous ai écouté au début, Charlie Mintela, vous avez dit, nous sommes familiers avec l'adage la santé n'a pas de prix. Donc pour vous, cet concept est très dangereux et expose à plusieurs conséquences. Oui, effectivement, lorsque vous mettez dans votre tête que la santé n'a pas de prix, qu'est-ce que moi j'ai constaté? J'ai constaté que toutes ces personnes-là à qui on dit la santé n'a pas de prix, toutes ces personnes-là qui disent toujours que la santé n'a pas de prix, ne montrent pas aux gens comment est-ce qu'ils doivent se comporter pour éviter qu'ils tombent malades. Ils ne montrent pas aux gens comment est-ce qu'ils doivent se comporter, qu'est-ce qu'ils doivent éviter pour ne pas beaucoup dépenser à la fin. Voilà pourquoi moi je trouve que cette manière de concevoir des choses est très dangereuse, dans le sens où vous pouvez mener une vie dans les excès, dans les dérèglements, dans la témérité, dans la petitesse, et en fin de compte, vous allez vous retrouver malade,
Une maladie qui va vous obliger à vous endetter, à vendre tout ce que vous avez pour pouvoir vous faire soigner et vous serez peut-être déçu. Voilà pourquoi moi je dis, au lieu de penser que la santé n'a pas de prix, attendre que la maladie vienne, investissons-nous dans notre santé maintenant pour éviter les conséquences demain. Parce que même si vous avez beaucoup d'argent, même si vous mettez tout ce que vous voulez pour vous faire soigner, la guérison ne dépend pas du médecin, la guérison ne dépend même pas des moyens que vous mettez en jeu. Donc mieux vaut investir dans notre santé au lieu d'aller dépenser dans la maladie parce que cela ne va pas toujours payer et cela ne va pas toujours vous donner de bons résultats. Voilà, merci. Je rappelle que nous recevons sur ce plateau Didier Mitela Charlie, il est auteur du livre La santé à un prix. Avec lui, il nous parle de la santé, il nous parle aussi de l'hygiène, il nous parle des précautions à prendre pour ne pas peut-être dépenser plus comme nous sommes familiers, comme il l'a dit au début. Très souvent, même les corps médicaux eux-mêmes nous disent que non, la santé n'a pas de prix. Mais aujourd'hui, nous sommes en face d'un chercheur pharmacien qui nous parle de la santé à un prix. Alors, en écrivant ce livre, quel est votre signe? Alors, notre livre s'adresse d'abord aux personnes qui sont en bonne santé. Nous qui sommes en bonne santé, nous devons faire un effort pour rester en bonne santé. Et pour ce faire, il y a toute une série de recommandations, toute une série de conseils que nous devons respecter. Nous nous adressons aussi aux malades. Parce que si vous êtes malade, vous avez un certain nombre de comportements à tenir. Par exemple, vous avez des infections urinaires, les médecins vous disent que non, votre mari aussi doit se faire soigner. Si vous ne voulez pas entrer dans cette dynamique-là, c'est tout un problème. Donc, qu'on soit en bonne santé ou qu'on soit malade, il y a un comportement, il y a des attitudes que vous devez adopter pour soit demeurer en bonne santé, soit pour acquérir rapidement la santé. Il y a aussi les parents. Les parents doivent inculquer ce que nous appelons la bonne hygiène de vie aux enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire, comment le faire, quand est-ce qu'il faut le faire. La bonne hygiène de vie doit être notre vécu quotidien. C'est l'exposé, en fait, l'ensemble des contenus de notre livre tourne autour de la bonne hygiène de vie. Les parents, les formateurs doivent apprendre cette bonne hygiène de vie pour pouvoir enseigner cela aux enfants qui dépendent de nous. Il y a aussi les chercheurs, les professionnels de santé. Au-delà des médicaments, au-delà des traitements que nous administrons, nous devons apprendre à nos malades, nous devons apprendre à nos étudiants comment est-ce que nous devons nous comporter de manière saine. Qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous devons éviter pour que notre vie soit une vie de bonne santé. Une vie de bonne santé, chers téléspectateurs, vous nous suivez de partout. Je voulais vous lire une phrase dans cet ouvrage. En suivant scrupuleusement les différents conseils fournis dans cet ouvrage, l'homme bien portant deviendra capable d'accorder une place exceptionnelle à la santé. Il pourra alors multiplier ses échanges ainsi que la possibilité de conserver pendant une longue période la bonne santé chèrement acquise. De son côté, les malades ayant vécu dans l'optique de la santé n'a pas de prix, doit changer l'attitude et se mettre entièrement à la disposition de l'équipe soignante. Voilà, je ne vais pas vous lire tout cet ouvrage parce qu'il compte plus ou moins 9 chapitres et 318 pages. Alors, Charlie Mitela, comment avoir cet ouvrage et ça coûte combien? Alors, ceux qui veulent avoir ces livres, ils peuvent aller sur Internet, dans toutes les plateformes, donc la vente en ligne, vous pouvez justement taper la santé à un prix ou carrément Charles Guidil, on va vous donner un lien, vous allez le trouver. Sinon sur place, le livre est disponible chez Mediapol, donc vous pouvez trouver ça à Victoire ou à l'Unité. C'est disponible au siège de l'ordre des pharmaciens, vous pouvez le trouver là-bas. Ceux qui ont besoin d'avoir les livres en livraison à domicile, ils peuvent contacter notre agence au numéro 081 53 34 964. Un de mes assistants va les rejoindre pour vous donner les livres. Alors les livres coûtent environ $30. Donc avec $30,
vous avez votre copie et ça va vous donner des conseils, des éléments qui vont vous permettre de demeurer en bonne santé. Moi, je pense que c'est déjà très bon avec les prix, c'est raisonnable. À mon avis, je pense bien, comme les Congolais n'ont pas cette culture de lire. Mais moi, je vous dirais, un enfant qui lit très souvent aura des arguments, plus qu'un adulte qui ne lit pas. Donc, je pense que non, la santé a un prix. Nous devons en avoir chez nous, vous aussi, les corps, même les médecins aussi, les infirmiers, je pense que c'est cher. Tout à fait. Donc tout le monde a besoin du livre, qu'on soit malade, qu'on ne soit pas malade, qu'on soit cette personne-là qui s'occupe des malades. Vous avez besoin de ces livres pour pouvoir vous maintenir en bonne santé et pour aider les autres à rester en bonne santé. Parce que vous avez là des conseils, des recommandations de chaque jour qui vont vous aider à aller loin. Alors, quelle est la contribution de votre ouvrage dans le monde scientifique? Alors, dans le monde scientifique, peut-être pas, parce que ce livre n'est pas un travail de recherche. Notre contribution, c'est beaucoup plus au niveau de la santé personnelle. Vous qui voulez rester en bonne santé, notez que c'est un essai, donc ce n'est pas un article scientifique. Vous qui voulez rester en bonne santé, nous vous proposons un outil qui vous donne un peu le mode opératoire. Qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous ne devez pas faire, qu'est-ce que vous devez éviter. Ça vous aide à vous maintenir en bonne santé. Donc, c'est une contribution pour ceux qui veulent demeurer en bonne santé. C'est aussi une interpellation pour ceux qui mènent leur vie un peu en désordre, ceux qui sont dans le vagabondage, dans l'alcool excessif. Ce sont des interpellations pour leur dire attention, faites ceci, ne faites pas cela. Donc, notre livre, c'est aussi un appui pour le bien-être. Notre contribution, c'est beaucoup plus au niveau de la recherche de la bonne santé, du point de vue personnel, du point de vue collectif et du point de vue communautaire. Voilà, l'objectif est dans la recherche de la bonne santé, mais chaque individu, notre environnement, là où ces personnes-là vivent, c'est pas quand même idéal. L'hygiène n'est pas au bon fit. Que diriez-vous par rapport à des personnes qui se laissent comme ça dans des environnements un peu trop bizarres? Est-ce que ces personnes-là peuvent rester toujours en bonne santé? La vie que nous menons aujourd'hui, nous avons deux grands problèmes. Le premier problème, c'est notre mode de vie. Remarquez, monsieur le journaliste, que les AVC, les morts subites, c'était des maladies à l'époque de nos ancêtres, de nos parents, c'était des maladies qui étaient très rares. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les gens meurent à tout bout de champ? Pourquoi est-ce qu'il y a trop d'AVC, trop d'arrêt cardiaque? C'est parce que notre mode de vie n'est pas bon. Et dans notre ouvrage, nous montrons quel est le mode de vie idéal. Ça c'est un. Donc nous devons changer notre mode de vie. Et tous les conseils sont contenus dans ces livres-là. Deuxièmement, c'est notre environnement tel que vous l'avez souligné. Notre environnement est tellement pollué, sali, que nous sommes contraints à vivre dans la maladie. Nous avons des maladies infectieuses qui viennent de la saleté, de tout ce qu'il y a comme aliments impropres que nous consommons. Donc dans les livres, on nous dit qu'est-ce que nous devons faire par rapport à notre environnement, par rapport à notre alimentation, par rapport à l'eau que nous consommons, par rapport à tout ce que nous devons faire. Donc, le mode de vie doit être changé parce que ce mode de vie que nous avons adopté, que nous avons hérité en fait, qui n'est pas le nôtre, nous expose à beaucoup de maladies chroniques. Dans les temps, dans nos pays non civilisés, non organisés, non développés, les gens mouraient beaucoup plus d'infections. Parce qu'on était dans la crasse, dans la saleté. Mais aujourd'hui, les gens meurent beaucoup plus de maladies chroniques, le diabète, les hypertensions, l'AVC. Toutes ces maladies chroniques, ce sont des maladies que nous pouvons éviter, mes chers frères. Nous allons les éviter comment? Si nous adoptons un mode de vie correct, si nous vivons dans la bonne hygiène de vie. Ne pas fumer, faire du sport, manger bien, prendre de l'eau. Tous ces conseils-là, vous les avez dans cet ouvrage et ça va nous aider à éviter de tomber malade inutilement. Il faudrait acheter les livres pour avoir tous ces conseils que Charlie Didilou vient en train de nous dire. Alors, vous avez dit que la santé a un prix. Et si la santé a un prix, quel est d'après vous
le prix à payer pour avoir une parfaite santé? Alors, quel est le prix à payer pour demeurer en bonne santé? Ce sont les sacrifices que nous devons faire. C'est sacrifier, faire un effort, par exemple, d'éviter la moto, marcher à pied. C'est un sacrifice. Les premiers médicaments dans la vie d'un homme, c'est la marche à pied. Toute personne qui cesse de marcher à pied, Combien de kilomètres, par exemple, chaque jour? il nous est demandé de faire chaque jour au moins 30 minutes de sport. Mais apparemment à Kinshasa, on le fait pratiquement, il y a des embouteillages et si vous êtes pressé, vous marchez à pied. Alors, marcher à pied parce qu'on n'a pas les transports, c'est différent de marcher à pied dans le cadre des sports. Okay. En fait, pour qu'un sport soit bénéfique pour la santé, vous devez être mentalement préparé. Si vous n'êtes pas préparé, si vous n'êtes pas détendu, vous perdez votre temps. Vous renforcez vos muscles, mais vous ne tirez pas profit de cela. Donc, les prix, sont les sacrifices. Les sacrifices que nous devons faire. Les mamans doivent apprendre à préparer les fumbois, préparer les pondous, préparer les madesu. Si vous dites non, ça prend du temps, ça consomme les makala, ça demande ceci, vous allez manger des histoires impropres, des surgelés, des congelés. Et c'est cette paresse-là, c'est ces sacrifices-là que nous ne voulons pas faire. C'est ces manques de sacrifices-là qui nous attirent toutes ces maladies. Donc, les sacrifices, c'est la décision. Au lieu de perdre le temps à rester à boire toute la nuit, ne pas dormir correctement, on vous demande de faire un effort. À un certain moment, il faut arrêter. À un certain moment, il faut faire. Donc, ces sacrifices-là, cette discipline-là, c'est le prix que vous devez payer. Tout le monde sait, par exemple, qu'il nous faut manger au moins 5 fruits et légumes chaque jour. Qui les fait? La majorité des personnes ne le font pas. Pourquoi? Ils vont vous dire que les fruits coûtent cher. Est-ce vrai? Est-ce qu'on ne peut pas trouver sur notre marché un fruit qui coûte 500 francs, 1000 francs? Il y en a. Maintenant, par exemple, c'est la période des safou. Les oranges apparaissent. Mais qui consomme cela? Dieu qui nous donne des fruits. Par rapport au prix avec la vie sociale aussi. Non. Peut-être. Monsieur le journaliste, je vous dis, ce n'est pas une question de prix. Il y a des fruits qui coûtent 300 francs ici à Kinshasa. Des fruits qui coûtent 500 francs. Les gens sont capables d'acheter une bière qui coûte $1, mais incapables d'acheter un fruit qui coûte 0,5 $. Donc, on n'est pas motivé, on n'est pas déterminé, on n'est pas prêt à se sacrifier. Donc, nous devons faire un effort de rejeter les mauvaises habitudes. Exactement. Tout ce qui nous amène des maladies, tout ce qui nous amène à l'obésité, par exemple, de manger n'importe quoi. Vous passez toute votre journée à poser, à parler de rien, n'importe quoi. Vous venez manger à 21h inutilement. Vous aurez un gros ventre, vous allez accumuler la graisse et demain ça sera un problème. Non, on doit se sacrifier. Deuxièmement, nous devons aussi apprendre. Beaucoup de gens n'adoptent pas les bonnes manières. Acheter les livres de la santé à un prix. Tout à fait. Beaucoup de gens n'adoptent pas les bonnes manières, les bonnes habitudes, les bons modes de vie, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas. Nous devons apprendre. Si nous apprenons, nous allons savoir par exemple qu'il n'est pas conseillé de manger après 19h. C'est mauvais, c'est très dangereux pour la santé. Il n'est pas conseillé par exemple de manger lourd avant 10h. C'est très dangereux pour la santé. Vous allez apprendre ça là comment? En lisant. Donc nous devons apprendre. Deuxièmement, nous devons nous ressourcer auprès des personnes crédibles. Lorsque vous avez un problème de santé, n'allez pas demander conseil au premier venu. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Allez chez des professionnels de santé, allez chez les spécialistes et vous aurez les bons conseils pour pouvoir vous maintenir en bonne santé. Voilà plus ou moins les prix à payer pour demeurer en bonne santé. Les prix à payer pour demeurer en bonne santé, vous nous suivez de partout, le numéro est affiché, vous voulez participer, poser des questions aux pharmaciens, à l'auteur du livre La santé à un prix. On va vous lire et le pharmacien va vous répondre. Alors, rapidement, il y a un téléspectateur qui nous a écrit, il demande bonjour, j'ai aimé le titre du livre, La santé a un prix. C'est quand même intéressant. Alors, demandez au pharmacien que faire pour se maintenir en bonne santé. Alors, pour se maintenir en bonne santé, notre auditeur ou notre téléspectateur n'a qu'à acheter les livres et lire les chapitres 4, 5, 6 et 7. Tous les conseils sont là. Est-ce que vous pouvez rapidement, les titres de ces chapitres peut-être? Je vais aller rapidement dans les conseils.
Si vous voulez rester en bonne santé, la première des choses, vous devez contrôler rigoureusement votre alimentation. Les scientifiques nous disent que 60 à 70% des maladies que nous avons sont dues à notre alimentation. Mangez correctement. N'achetez pas n'importe quoi pour manger, vous allez vous détruire, vous allez vous tuer. Évitez la graisse. Évitez les produits industriels parce qu'il y a trop de sucre, trop de sel, trop de sucre, tout ça, ça nous donne des maladies. Préparées à la maison. Donc, les nourritures au mieux. Les premiers conseils, c'est l'alimentation. Mangez bien, mangez bio par exemple. Ça a un coût, c'est vrai, mais c'est le prix à payer pour demeurer en bonne santé. Quand nous mangeons bien, veillons aussi à aller à la toilette correctement. Pour aller à la toilette, nous devons avoir de bonnes installations hygiéniques. Comment vous mangez correctement? Vous avez un bon salle à manger, mais vous avez des installations hygiéniques qui sont importantes. Non, arrangez votre salon à manger. Arrangez aussi vos installations hygiéniques. Parce qu'après avoir mangé, le corps va tirer les nutriments. Il y aura des impuretés que vous devez libérer. C'est donc le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est l'eau. Consommer suffisamment d'eau. Dans la littérature, on nous dit qu'un homme normal doit prendre environ 2 à 3 litres d'eau. Nous qui vivons dans des pays chauds, nous devons apprendre à boire beaucoup d'eau. Parce que l'eau, c'est le milieu métabolique de l'organisme. L'eau permet à l'organisme de libérer tout ce qu'il y a comme impureté. Si nous prenons beaucoup d'eau, nous devons aussi avoir les bonnes habitudes d'aller libérer, d'aller pisser. Mais pas n'importe où, pas dans la rue. Nous devons apprendre à vivre durablement, c'est-à-dire notre vie ne doit pas mettre en danger la vie des autres. Donc nous devons boire suffisamment d'eau, en moyenne 2 à 3 litres d'eau par jour. S'il fait chaud et si vous faites un travail, par exemple, tous les coopérants qui sont là, les Wewa, les amis qui travaillent dur toute la journée, ils doivent boire beaucoup d'eau pour demeurer en bonne santé. Troisième conseil, c'est l'exercice physique. Nous avons déjà dit 30 minutes par jour. Ça peut être la marche, ça peut être un abonnement dans une salle de musculature, mais faites au moins quelque chose. Les jardinages, les tripotages, tout ce qui peut vous aider à transpirer, c'est très important. L'exercice physique est bon pour le cœur. Il est bon pour les systèmes cardiovasculaires en général. Si vous ne faites pas de sport, vous allez vous condamner à attraper des maladies métaboliques et c'est très dangereux. Il faut avoir suffisamment de temps de sommeil. Notre journée a 24 heures. On nous a aidé à répartir notre journée. Avec la mise en sonore comme ça, Kinshasa. Bon, les autorités sont là, il y a la réglementation. Si on ne les suit pas, il faut se plaindre. Aussi des églises à côté de nous. Il faut se plaindre. C'est notre droit d'aller nous plaindre auprès du commissaire, auprès, je ne sais pas, du bourgmestre, que telle église, tel bar nous dérange. Nous avons 8 heures à réserver pour le travail, 8 heures à réserver pour les sommets, 8 heures pour les divers, pour les loisirs. Nous devons dormir correctement parce que le sommeil permet à l'organisme de se refaire. Le sommeil va potentialiser notre système immunitaire. Le sommeil permet à notre mémoire de mettre de l'ordre dans ses idées. Donc le sommeil est très important. Nous devons avoir une bonne hygiène corporelle. Nous avons parlé de l'hygiène environnementale, mais l'hygiène corporelle, nous devons nous laver correctement. Avec un savon, je vais dire homologué. Il n'y a pas aussi de l'eau à Kinshasa. Non, les savons sont homologués. Les forages, oui, il y a l'eau de forage, mais si vous n'avez pas une bonne eau dans votre coin, vous pouvez acheter des purifiants. Nous devons nous laver correctement, nous devons avoir une bonne hygiène chaque jour. Pour les lavages, il est conseillé pour ceux qui vivent dans les pays chauds comme nous, de nous laver 2 à 3 fois par jour. Si vous prenez les demi d'accord, vous ne vous rendez pas service. Il y a l'hygiène intime, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Parce que les hommes pensent que quand nous parlons d'hygiène intime, c'est pour les femmes seulement. Non, l'homme aussi doit avoir une hygiène intime. Raser les poils, changer de slip toutes les 24 heures. Tous les conseils, vous les trouvez là-bas. Vous avez les risques, certains risques que nous prenons. L'alcool. Quand vous prenez trop d'alcool, vous allez développer beaucoup de maladies, vous pouvez même attraper un cancer. Il est conseillé de prendre en moyenne 15 verres par semaine, c'est-à-dire 3 verres. Mais les gens ne nous disent pas que ce n'est pas 3 verres par jour, tous les jours. Non, c'est 3 verres par jour avec un intervalle de 2 jours. Ça, c'est pour les hommes. Et chez les femmes, c'est 10 verres par semaine, donc
2 verres chaque jour avec un intervalle de 2 jours. Les tabacs, c'est très dangereux pour la santé. Il y a les poumons, il y a des cancers, il y a beaucoup de maladies que vous pouvez attraper avec les tabacs. Les drogues, c'est très dangereux avec les drogues. Surtout si vous utilisez des seringues parce que ça affaiblit le système nerveux central, ça peut vous donner des maladies mentales. Les soins de santé. Nous avons de très mauvaises habitudes à Kinshasa d'aller nous faire soigner n'importe. Partout on a écrit dispensaire, centre de santé, vous y allez. Attention, c'est très dangereux. N'allez pas vous faire... C'est pas, il y a d'autres hôpitaux, le coût c'est un peu élevé et d'autres qui mettent peut-être des prix par rapport à la vie sociale des Congolais. Alors justement, pour éviter d'aller dans des hôpitaux où les coûts sont trop élevés, nous devons apprendre à vivre correctement, apprendre la bonne hygiène de vie. Parce que si vous êtes malade, vous allez vous faire soigner chez quelqu'un qui n'est pas médecin, quelqu'un qui n'a pas été formé dans cet art-là, vous allez encore vous rendre malade. Et ici, j'aimerais beaucoup plus parler de l'automédication. Les Congolais, les Quinois, en majorité, ce sont des champions dans l'automédication. L'automédication, c'est une pratique dangereuse. Nous pensons que nous avons dépensé... Je voulais peut-être vous prendre la parole. Oui. L'automédication, si ça c'est causé par vous-même les spécialistes de la santé. Parce que moi, je me rappelle un jour, je viens de l'hôpital, on m'a prescrit les médicaments, j'arrive à la pharmacie et le pharmacien me dit que non, voilà, ça et ça, c'est un si je peux dire ainsi. Et voilà, donc on change tous les produits qu'on a prescrits à l'hôpital, on me donne d'autres produits. Et moi qui ne connais rien par rapport à tous ces produits-là, je prends, c'est ça aussi, c'est l'automédication. Effectivement, l'automédication a plusieurs formes. Avant de publier cet ouvrage, j'ai publié un autre ouvrage qui s'appelle Pratique de l'automédication à Kinshasa, où je montre toutes les facettes de l'automédication à Kinshasa. Donc, allez vous faire consulter chez le bon médecin. Et lorsque le médecin vous a fait une ordonnance, allez dans une pharmacie où il y a un pharmacien. Parce que dans la plupart des pharmacies que nous avons à la cité, ce ne sont pas des pharmacies, ce sont des boutiques de mort. Si c'est secteur-là, c'est un peu compliqué. Oui. Vous trouverez peut-être dans toute une avenue, il n'y a que des commerçants, si on peut l'appeler. Alors, il faut sélectionner la bonne pharmacie parce que ces pharmacies-là sont devenues des foyers de l'automédication. Effectivement, la réglementation reconnaît aux pharmaciens qui est à l'officine, c'est-à-dire à la pharmacie, le droit de modifier l'ordonnance s'ils trouvent qu'il y a des incohérences. Moi, je travaille dans le domaine depuis plus de 5 ans. Beaucoup d'ordonnances qui circulent à Kinshasa sont non conformes. C'est tout à fait normal que si vous vous retrouvez devant un pharmacien, il peut réorienter. Donc, l'automédication, c'est très dangereux. Une autre pratique très dangereuse que j'ai constatée à Kinshasa, j'en parle dans ces livres et dans les livres sur l'automédication, c'est le mixage de médecine. C'est déjà dans le marché? Oui, c'est disponible depuis 3 ans. Le mixage de médecine. Quelqu'un qui est malade, il commence d'abord à l'église. Et ça aussi, il faut toujours en avoir ça au Mediascol ou... Bon, là, vous pouvez avoir ça à l'internet ou vous appelez les numéros que j'avais notés pour qu'on vous livre. Quelqu'un qui est malade, il va d'abord à l'hôpital. Après l'hôpital, il va chez le pasteur. Après le pasteur, il va chez le Ndikoudi. On lui donne les médicaments, l'eau, la purge. C'est très dangereux. Cette pratique-là, ça vous expose à beaucoup de maladies et ça ne vous permet pas de demeurer en bonne santé. Il faut avoir un bon rythme de travail. Il y a des gens qui aiment tellement leur travail qu'ils sacrifient leur famille. Non, la famille, c'est un traitement. C'est pas pour rien que les célibataires, les gens qui sont solitaires meurent très tôt et meurent de maladies compliquées. À côté du travail, nous devons apprendre à arrêter et aller à la maison, rester auprès des madames ou des papas et des enfants. Cette chaleur familiale, c'est déjà un traitement qui résout beaucoup de problèmes. Donc, l'argent, chercher l'argent, c'est bien. Les célibataires, il faut se marier, sinon vous allez partir très vite. Oui, il y a un auteur, je crois que vous le connaissez, Robert Kiyosaki, qui parle de rescase. Ils disent que beaucoup de gens sont pauvres, pas parce qu'ils ne savent pas chercher l'argent, non. Ils sont pauvres parce qu'ils cherchent l'argent du matin au soir et ils n'ont pas le temps de se retrouver. Aujourd'hui, nous avons des gens qui font des arrêts cardiaques, qui ont des hypertensions, des gens qui ont ce qu'on appelle aujourd'hui les burn-out. Ils meurent, ils se brûlent tout simplement parce qu'ils travaillent trop. Donc on doit travailler, oui, mais on doit aussi avoir le temps de rester chez soi en famille.
les repos, la détente, la relaxation, les loisirs sont des activités qui sont très très importantes. Se reposer c'est bien, mais se détendre c'est aussi bien. Aller voir un film, suivre un match, discuter avec des amis, parce que chaque activité nous apporte quelque chose de très important. Les rires, mon frère, les rires c'est un traitement. Il y a un pharmacien français, il s'appelle Corinne, qui a établi, aujourd'hui c'est reconnu comme une science, la rigologie. Donc la thérapie du rire. L'effet des rires demande au cerveau de sécréter des substances qui sont très très importantes et qui peuvent même nous guérir d'un cancer. Donc, ça ne sert à rien de rester renfrogné, colérique à tout moment. Non, par moment, il faut sourire. Pour ne pas dire il faut rire. Parce que surtout, je me rappelle à une concert qui me dit très souvent, sans posséder c'est ça. Voilà. Plus vous riez, plus vous faites rire aux gens, plus vous donnez la joie, le plaisir à d'autres, plus vous vous soignez. Ça fait que ça ne coûte pas. Ça ne coûte rien. Pourquoi vous êtes toujours aigri, colérique? Non. Souriez, rigolez, saluez les gens, ça vous apporte un plus dans votre santé. Restez positif. Restez optimiste dans la vie. Ne soyez pas trop négatif. Avec les prophéties, peut-être on t'a dit que non, il y a l'oncle qui te bloque et tout, mais on reste un peu enfermé avec déjà des prophéties. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de ce qu'on appelle le battle mind. Ce que vous encaissez dans votre esprit, c'est ce qui va vous détruire. Si vous vous dites que moi je suis sorcier, vous me donnez du pouvoir. Ce n'est pas pour rien que le Christ a dit n'appelez jamais quelqu'un maître, n'appelez jamais quelqu'un père. Quand vous dites déjà que quelqu'un il est sorcier, vous lui donnez du pouvoir pour vous. Ce sont des notions, vous écoutez, vous faites passer. Donc restez positif. Si vous restez positif, si vous donnez la chaleur, la vie, la charité et tout ça autour de vous, vous serez en bonne santé. Ayez la maturité affective, la maturité sexuelle. Il y a trop de vagabondage sexuel avec tout ce qu'il y a comme conséquence. Les IST, les sida, la pauvreté. Beaucoup de gens sont devenus pauvres parce qu'ils n'ont pas de maturité sexuelle. On ne peut pas interdire à quelqu'un d'avoir des rapports sexuels. D'ailleurs, les rapports sexuels sont bons. Ils dégagent la fièvre, ils abaissent la tension artérielle. Beaucoup de maladies, les rapports sexuels soignent. Mais dans quel cadre, dans quel principe, à quelle fréquence? Il est dit par exemple dans les Kama Sutra que celui qui veut éviter d'avoir un cancer de prostate doit éjaculer 21 fois par mois. N'exagérez pas. Avec qui? Donc pas de déviation, faites-les dans les normes et vous verrez que vous serez très bon. Ayez aussi la maîtrise du stress, les émotions. Nous sommes dans une ville, dans un pays, dans un continent où il y a trop de stress. L'embouteillage, les transports, beaucoup de problèmes. Nous devons apprendre à gérer le stress. Le stress, beaucoup de gens pensent que le stress c'est mauvais. Non, le stress c'est quelque chose de bon. Pourquoi? Parce qu'il amène du tonus à notre corps. Si vous sentez qu'il y a une arme, automatiquement il y a des réflexes. Vous êtes stressé grâce à l'adrénaline que l'organisme va sécréter. Et l'adrénaline mobilise vos muscles, mobilise tout pour que vous ayez l'énergie nécessaire pour vous défendre. Mais seulement, à un certain moment, il ne faut pas que le stress devienne chronique. Nous devons apprendre à gérer notre stress. Et pour gérer notre stress, chacun doit trouver sa méthode. La prière, c'est pas mauvais, c'est bon. Moi, je recommande souvent le yoga, c'est très bon, ça vous permet de vous tranquilliser. Les hatha yoga, il y a plusieurs types de yoga, c'est le hatha yoga qui est vraiment adapté pour notre civilisation. Ça vous permet d'être déstressé, d'être équilibré, d'être en harmonie avec tout le monde. Vous devez aussi, comme disait Saint Paul, tout ce qui est permis n'est pas utile. Nous devons faire la différence entre l'essentiel et l'agréable. Malheureusement, beaucoup de Quinois, beaucoup de Congolais, pour ne pas dire, passent la plupart de leur temps dans tout ce qui est agréable. Qu'est-ce qui est fondamental, qu'est-ce qui est essentiel? Nous devons faire ces tri-là. Donc ces livres nous montrent en fait la voie à suivre pour savoir que ça c'est bon pour moi, ça c'est bon pour l'instant, ça ce n'est pas encore bon pour l'instant. Donc tout ça, ça fait que nous devons avoir ces livres pour avoir tous ces conseils et nous comporter de la sorte. Donc tout ce que je viens d'évoquer,
Ce sont des conseils, ce sont des recommandations que nous trouverons. Et si nous nous soumettons à cela, sans nul doute, nous serons en bonne santé. Sans doute, nous serons en bonne santé. Il était un honneur pour nous de recevoir pour vous Charlie Bigilo Mutela. Il est pharmacien chercheur. Sur ce plateau, on parle avec lui sur son ouvrage La santé a un prix. Alors, vous êtes malade, vous êtes important. Il faudrait mettre tous ces conseils que l'auteur venait d'évoquer. Mais je me pose la question, pourquoi on n'arrive pas à mettre ces conseils en pratique? Ah, ça c'est une question fondamentale. Beaucoup de gens savent qu'il faut faire des sports chaque jour. Pourquoi ils ne le font pas? J'ai beaucoup réfléchi, j'avais même prié pour dire Seigneur, montre-moi pourquoi ce que. J'ai trouvé 3 raisons. La première raison qui font que nous connaissons, mais nous ne voulons pas faire sciemment, c'est un conflit entre la raison et l'émotion. Monsieur le journaliste, mettez même des hommes mariés, posez-lui la question, pourquoi vous avez posé cette femme? Pourquoi vous avez épousé cette femme? Il va vous évoquer une raison qui n'a rien à voir avec. Parce que nous habitons les mêmes quartiers, c'est parce que nous se présentent dans la même église. Non! La plupart de nos décisions sont motivées, pour ne pas dire sont téléguidées par l'émotion. Donc, nous devons faire des choix raisonnables. Tant que nous serons dans l'émotion, nous allons toujours refuser. Vous avez ce genre de langage, ah, tomela te tokokufa. Yon tokokomsamboka oyo. Nasala te, voilà. Deuxième raison, c'est la loi du moindre effort. Exact. Dans la majorité des cas, les hommes nous sommes des paresseux. Nous aimons la facilité. Pour préparer le pondou, c'est trop long, il faut piler, il faut. Nous allons dans les fast-food. Qu'est-ce que nous avons dans les fast-food? Des histoires très riches en sel. Qui savent encore comment on prépare les wagner? Qui sait encore comment on prépare les fumwa? Donc nous sommes incapables de fournir des efforts. Pour quitter d'ici jusqu'à 100 mètres, on ne sait pas faire les pas, nous avons une moto. La facilité. Cette facilité-là, c'est une des raisons qui fait que nous rejetons tout ce qu'on nous dit pour faire le contraire. La dernière raison, j'ai compris que le mal est beaucoup plus facile à faire que le bien. Si vous dites à quelqu'un, non, il faut rester seulement avec une femme, il vous écoute. Mais vous dites, bon, donc, le mal c'est attrayant, ça fait du bien. Hein? À Kinshasa, on dit même, mais il y a des conséquences. Tu te condamnes. Donc, le mal est tellement facile. Il y a quelqu'un qui me disait, Charles, tu sais pourquoi est-ce que nous avons souvent des idées négatives? Parce que pour générer une idée négative, ça demande moins d'énergie que générer une idée positive. C'est facile de dire, Fiwana Zanumba, allons-la baser. Mais pour dire, Fiwana Zaka, bien, parce que ça. Donc, il n'y a que les grands esprits, les gens qui ont un certain niveau d'élévation, un certain niveau de spiritualité, qui peuvent penser positif. Donc, le mal est facile à faire. Et nous tous, nous sommes tentés à prendre ce qui est facile, à prendre ce qui est mal et rejeter tout ce qui nous donne, tout ce qui nous demande de l'effort. Voilà la raison qui fait que on nous dit de boire de l'eau, mais nous disons, non, ça c'est la facilité. Prenez de l'eau, s'il faut pisser, il y a des toilettes publiques. Allez, vous allez trouver, vous allez pisser. Mais c'est pas trop aussi, hein. Peut-être c'est ça qui inquiète les gens à prendre beaucoup d'eau. Oui. Il y a quelqu'un qui me disait que trop d'eau aussi diminue l'acidité dans l'estomac. Alors, trop d'eau diminue l'acidité, c'est bon. Mais il y a ce qu'on appelle avec la modération. En biochimie, il y a ce qu'on appelle l'intoxication à l'eau. C'est-à-dire, nous avons dit qu'il faut prendre en moyenne 2 à 3 litres d'eau. Il faut répartir ça toute la journée. Pas que vous prenez 3 litres, vous buvez en 30 minutes. Non. Quand vous prenez beaucoup d'eau pendant une petite période de temps, ça peut vous donner ça peut vous créer des problèmes. Vous pouvez développer des aides et vous pouvez même faire un coma. Donc, prendre beaucoup d'eau pendant une petite période de temps, c'est très dangereux. Si vous voulez prendre beaucoup d'eau, il faut espacer ça dans les 24. Pourquoi trop d'eau c'est mauvais? Parce que quand vous prenez trop d'eau, vous allez faire un déséquilibre hydroélectrolytique. Vous voyez même les footballeurs qui jouent, on leur donne des bouteilles d'eau. Ne vous en faites pas. Ces bouteilles-là, il n'y a pas que d'eau. On a mis des électrolytes pour éviter de diluer les électrolytes que nous avons. Donc,
nous conseillons aux gens de prendre de l'eau, mais de les répartir. Je vois quelqu'un me dire il prend 5 litres d'eau, c'est bien, mais il faut les répartir pendant toute la journée. Quand vous prenez beaucoup d'eau, vous devez aussi avoir beaucoup d'électrolytes pour ne pas déséquilibrer. Parce que dans l'organisme, il y a ce qu'on appelle l'homéostasie. Donc, l'équilibre entre les minéraux et les électrolytes. Donc, il ne faut pas mettre en mal cet équilibre-là. Mais quand vous restez dans la fourchette de 2 litres, 3 litres, vous puissiez normalement vous manger équilibré, généralement, il n'y a pas de problème. Généralement, il n'y a pas de problème. On fait déjà signe, Charlie et Dibou. Nous sommes presque à la fin. Alors, en 3 minutes, que diriez-vous à tous ceux qui vous suivent en ce moment? Alors, notre conseil, c'est de dire aux gens que notre vie est précieuse. Nous devons protéger la vie parce que Dieu qui nous a donné la vie, il nous a donné une mission. Exactement. Mais pour que nous puissions accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés ici sur terre, nous devons être en bonne santé. Pour être en bonne santé, il n'y a pas 36 chemins à faire, c'est avoir une bonne hygiène de vie. Et la bonne hygiène de vie, nous venons de donner quelques pistes, quelques conseils, quelques recommandations, des recommandations que nous pouvons trouver dans ce livre. Aussi, faisons un effort pour ne pas être trop fainéant, pour ne pas être trop paresseux. Quand nous savons, quand nous avons découvert que ceci n'est pas bon pour moi, décidons-nous de casser et d'aller vers ce qui est essentiel. Donc voilà, devenons responsables de notre santé. Si nous devenons responsables de notre santé, si nous changeons notre mode de vie, si nous adoptons les bons comportements, les bons réflexes, nous n'allons pas nous exposer aux maladies, nous n'allons pas nous exposer aux accidents et nous allons demeurer en bonne santé. Chers téléspectateurs, merci de votre confiance. Voilà, il était pour nous question d'échanger avec Bidilou Charlie Mintela, l'auteur du livre La santé a un prix. Cette émission touche à sa fin. Merci. Au revoir.